Les déchets de cuisine que vous avez là, maintenant, contiennent tout ce qu'il faut à une plante pour tripler sa vitesse de croissance. Pas une partie. Tout. Ce matin, vous alliez les jeter. Ça ne coûte rien. Et si votre jardinerie du coin ne vous a jamais donné le moindre prospectus là-dessus, la raison devient limpide dès qu'on regarde les chiffres qui expliquent leur silence. Ils n'ont rien oublié. Ils ont choisi. Vous avez sans doute déjà remarqué un truc étrange avec les tas de compost. Les plantes qui poussent près d'eux n'ont pas le même aspect que les autres au jardin. Des feuilles plus larges, un vert plus foncé, des tiges si épaisses qu'on croirait une autre espèce. Vous l'avez vu. Vous vous êtes dit que c'était impossible à reproduire sur votre propre plan de travail. Vous aviez raison sur le premier point, pas sur le second. Le reproduire, c'est la partie facile. Le plus dur, c'était de croire que c'était possible. Restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé en 1909 et ce qu'un secteur pesant 200 milliards de dollars a dépensé pour que vous continuiez à acheter des sacs en caisse chaque printemps, c'est précisément ce que votre jardinerie n'avait jamais prévu que vous sachiez. Le foyer américain moyen jette chaque année l'équivalent de 150 $ de nutriments pour plantes. Pas dans des sacs d'engrais laissés sous la pluie, dans les pots de bananes, dans le marc de café, dans les coquilles d'œufs, dans l'eau trouble des légumes bouillis que vous videz directement dans l'évier. 150 $ de nourriture végétale gratuite, prouvée, mesurable. À la poubelle, tous les ans. Pendant que ce même foyer va au magasin payer, dans un sac plastique, quelque chose qui fait le même travail. Vous avez payé pour quelque chose que vous aviez déjà en main. L'industrie mondiale des engrais génère un peu plus de 200 milliards de dollars par an. Ce chiffre augmente à chaque décennie depuis les années 1950. Pas parce que les plantes ont plus besoin d'être nourries qu'avant, parce que le marketing s'est amélioré. Et voici le détail bien caché dans leurs propres recherches publiées. Les 3 nutriments de base fournis par les engrais du commerce, l'azote, le phosphore et le potassium, sont présents, sous une forme concentrée, mesurable et directement assimilable dans les déchets de cuisine que la plupart des foyers jettent chaque jour. Pas à l'état de trace, pas en quantité théorique, en quantité mesurée et documentée à répétition par des pédologues indépendants. Leurs propres données agricoles le confirment, et presque personne ne s'en sert. Cet écart entre ce que montrent les données et ce que l'industrie vous raconte n'a rien d'un accident. 200 milliards de dollars ne survivent pas à une solution à 0 €. Les déchets de cuisine ne se brevettent pas. On ne met pas une peau de banane dans un sac avec un logo pour vous la revendre sur abonnement. On ne dépose pas le marc de café comme marque. L'azote d'une coquille d'œuf n'appartient à personne. Une entreprise d'engrais ne peut pas bâtir son modèle économique sur quelque chose que vous possédez déjà et que vous alliez jeter. Alors ils ont fait la seule chose logique qu'une industrie à 200 milliards de dollars puisse faire. Ils se sont assurés que cette idée ne vous vienne jamais à l'esprit. Ils ont rempli les rayons, imprimé les tableaux, formé le personnel à vous vendre le mélange premium, et compté sur le fait que vous ignoriez ce qu'il y avait dans votre propre bac à compost. Votre jardinerie ne vous en a jamais parlé, ni par mail, ni sur un ticket de caisse, ni sur la moindre pancarte en magasin. Ce silence n'est pas un oubli. Ce silence, c'est le modèle économique. La science qui explique pourquoi ça marche est encore plus destructrice pour leurs chiffres que l'histoire de la façon dont ils l'ont enterré. Et c'est là qu'on va. Je ne vais pas vous dire que c'est une découverte récente. Je ne vais pas faire semblant que quelqu'un est tombé dessus l'an dernier dans un garage. Revenez environ 1000 ans en arrière, dans la vallée du Mississippi. Les peuples qui cultivaient cette terre n'avaient ni usine chimique, ni magasin entrepôt, ni sacs plastiques imprimés avec des pourcentages d'azote. Ils avaient 3 cultures, et un système affiné pendant des siècles. Maïs, haricots, courges, plantés ensemble, selon une disposition précise, à chaque saison. Les haricots captèrent l'azote directement dans l'air et le déposaient dans le sol par leurs racines. Les tiges du maïs donnaient aux haricots un support pour grimper, sans tuteur supplémentaire, en utilisant chaque centimètre de terre. Les feuilles de courge s'étalaient à la surface du sol comme un couvercle vivant, gardant l'humidité et bloquant les mauvaises herbes. Chaque plante nourrissait la suivante. Le sol ne s'épuisait pas. Il s'enrichissait chaque année, pas un peu, de façon mesurable. Et les explorateurs espagnols arrivés au XVIe siècle ont écrit chez eux sur la taille du maïs. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils voyaient. Les tiges étaient plus hautes qu'un homme à cheval. Ils parlaient de quelque chose de presque impossible. Ce n'était pas impossible. C'était de la chimie qu'ils n'avaient pas encore les mots pour nommer. Les Chinois utilisaient un système similaire 2000 ans plus tôt. Déchets de cuisine, cendres des feux de cuisson, matière végétale fermentée, tout retourné au sol selon des cycles précis. Des textes agricoles datant d'environ 200 avant Jésus-Christ décrivent des méthodes concrètes pour transformer les déchets de cuisine en engrais liquides concentrés. Pas du compostage au sens moderne et vague, de la fermentation.
Un procédé contrôlé, volontaire, qui accélérait la décomposition de la matière organique en forme que les racines pouvaient absorber directement. Les rendements mentionnés dans ces textes étaient si élevés que les premiers savants occidentaux ayant lu les traductions ont cru à une exagération. Ce n'était pas exagéré. C'était le résultat prévisible d'un système qui rendait au sol chaque nutriment qu'on lui avait pris. Puis, en 1840, un chimiste allemand nommé Justus von Liebig publie son analyse de la nutrition des plantes et identifie les 3 éléments qui pilotent le plus directement leur croissance. Azote, phosphore, potassium. Sur les éléments, il avait raison. Il appelle ça la loi du minimum. Une plante ne pousse qu'au rythme permis par le nutriment le plus rare. Sa science était juste, et personne ne l'a jamais sérieusement contestée. Mais sa découverte est aussitôt absorbée par l'industrie chimique naissante. La question de l'apport de ces 3 nutriments n'est pas résolue en rendant les déchets de cuisine à la terre, mais en les synthétisant en usine pour les vendre. Pas parce que l'usine faisait mieux, parce que l'usine, elle, pouvait s'acheter. On ne peut pas breveter l'azote d'une peau de banane. En revanche, on peut breveter un composé azoté de synthèse et le facturer chaque printemps pendant les 150 années suivantes. Si ça a marché pour ces agriculteurs de la vallée, c'est pour la même raison que ça marchera chez vous, dans votre cuisine, dès aujourd'hui. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vu cette semaine, sans comprendre ce que vous aviez sous les yeux. Vous avez observé ça toute votre vie, sans jamais faire le lien. Pensez à ce qui se passe quand vous laissez une peau de banane sur le plan de travail pendant 2 jours. Elle brunit, puis devient presque noire, sa structure ramollit. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, la réponse est simple. Les structures chimiques complexes de la peau se défont en structures plus simples. Le potassium qu'elle contient passe d'une forme bloquée, liée, à une forme libre, disponible. La peau ne pourrit pas comme on l'imagine. Elle se déverrouille. Maintenant, pensez aux marques de café usagées qui restent dans un filtre. Au bout d'une journée, ils foncent encore. Ils commencent à sentir la terre fraîche après la pluie. Cette odeur, ce n'est pas la décomposition, c'est une famille précise de bactéries qui finit son travail. Elle consomme le carbone complexe du marc et relâche de l'azote en sous-produit. Vous sentez littéralement la chimie s'achever. La plupart des gens le rincent à l'évier, puis achètent un apport d'azote au magasin le week-end suivant. Les coquilles d'œufs, c'est du calcium enveloppé d'une membrane si fine qu'on peut voir la lumière à travers. Le calcium était le nutriment qui construit les parois cellulaires des plantes. Des parois solides donnent des tiges solides. Des tiges solides portent les fruits sans se fendre sous leur poids. En jardinerie, on vous vend des compléments de calcium dans une bouteille blanche en plastique pour 9 $. La coquille d'œuf que vous avez en main, là, c'est le même calcium, le même élément, la même fonction. Seul l'emballage change. Et l'un de ces emballages coûte rien. L'eau qui reste après la cuisson des pommes de terre, des pâtes ou des légumes est chargée d'amidon dissous et de minéraux passés dans l'eau pendant la cuisson. Les racines absorbent les minéraux dissous par un processus qui fonctionne exactement comme une paille. Si le nutriment est déjà dissous dans l'eau, la racine l'aspire presque sans effort. Dans la plupart des foyers, cette eau part dans l'évier pendant qu'on achète un engrais liquide en bouteille verte pour 11 $. La plupart des gens qui essaient d'utiliser leurs déchets de cuisine pour nourrir leurs plantes ratent une étape. C'est même la toute première. Et c'est ce qui sépare un système qui nourrit vraiment vos plantes pendant toute une saison d'un seau qui attire les moucherons et ne sert à rien. Cette étape arrive. Mais d'abord, voici tout ce qu'il vous faut. Voilà ce qu'il vous faut. Je vais être direct avec vous sur chaque chiffre. Peau de banane, gratuite. Déjà dans votre cuisine. Un foyer moyen en produit 3 à 5 par semaine sans rien changer à son alimentation. Marque de café usagé, gratuit si vous buvez du café chez vous. Si ce n'est pas le cas, entrez dans n'importe quel café et demandez leur marque usée. La plupart vous en donneront un sac sur le champ. Starbucks a un programme de récupération de marques depuis des années. Vous entrez les mains vides et ressortez avec une matière qui coûterait 12 $ en sac de jardinerie. Ça coûte rien. Coquille d'œuf, gratuite. Une semaine normale de cuisine vous donne assez de coquilles pour un mois entier d'utilisation. Gardez un petit bol à côté de la cuisinière. Rincez-les vite et laissez-les sécher. 10 secondes, pas plus. Déchets de légumes, bouts de carottes, peau d'oignon, eau de cuisson de tout ce qui est vert. Tout allait déjà au même endroit. Redirigez-les. Un seau de 5 gallons avec couvercle. 3 $ dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous en avez peut-être déjà un au garage. L'eau du robinet, un blender, un robot de cuisine ou une fourchette. C'est vraiment tout. Pas de sachet de poudre. Pas d'éprouvettes graduées. Pas de magasins spécialisés. Pas d'abonnement qui se renouvelle en arrière-plan. Tout sur cette liste est déjà chez vous, ou coûte moins qu'un seul café acheté dans le même endroit qui donne son marque gratuitement. Voici la seule chose que la plupart des gens font mal. Ils récupèrent les déchets et les posent directement sur la terre.
des peaux entières, des coquilles entières enfoncées de quelques centimètres, une poignée de marques éparpillées à la surface. Puis ils reviennent une semaine plus tard, et soit rien n'a changé, soit pire, la matière en train de pourrir a attiré des nuisibles, et la plante a l'air en plus mauvais état qu'avant. Le problème, c'est la surface de contact. Une peau de banane entière enterrée met des mois à se décomposer parce que seule sa couche extérieure touche quoi que ce soit. Les nutriments qu'elle contient restent enfermés derrière la structure même de la peau. Les racines ne peuvent pas traverser cette peau. Elles n'ont aucun mécanisme pour ça. Ce que font les racines, c'est absorber. Elles absorbent du liquide. Elles absorbent des particules dissoutes. Elles ne consomment tous pas de matière solide comme le ferait un estomac. Imaginez un sachet de thé. Plongez-le dans une tasse d'eau chaude et observez. Le sachet semble sec de l'extérieur presque aussitôt. Pourtant, l'eau brunit en quelques secondes. Les composés des feuilles se diffusent à travers le papier fin pour imprégner l'eau. L'eau transporte désormais l'essence même de ce que contenaient les feuilles. Les feuilles, elles, ne quittent jamais le sachet. Leur contenu a voyagé via le liquide pour prendre une forme que la tasse peut contenir. C'est exactement ce processus que vous allez reproduire. Vous préparez un thé pour plante. Vous dissolvez les nutriments des déchets dans l'eau pour que les racines les boivent sans aucun effort supplémentaire. La première étape, celle qui distingue la méthode qui réussit de celle qui empeste et échoue, mixez tout d'abord. Prenez vos peaux de banane, votre marque de café sec, vos coquilles d'œufs broyées et vos restes de légumes de la semaine. Mettez-les dans un mixeur avec 2 tasses d'eau. Lancez l'appareil pendant 30 secondes. Pas jusqu'à obtenir un velouté parfaitement lisse. 30 secondes. Visez des fragments de la taille d'un grain de riz ou plus petit. Pas une purée, juste de la matière brisée. L'enjeu, c'est la surface de contact. Quand une peau de banane est entière, seule sa surface extérieure touche l'eau. Fragmentée en 100 morceaux, chaque parcelle est entourée d'eau de tous les côtés. La quantité de matière est identique, mais la surface de contact est multipliée par 30 ou 40. C'est cette multiplication qui libère les nutriments rapidement au lieu de les laisser stagner. Versez le mélange dans un seau de 20 litres. Remplissez-le aux 3/4 d'eau claire. Remuez une fois avec un bâton ou une grande cuillère, puis posez le couvercle sans le serrer. Ne le scellez pas. Posez-le simplement en laissant un léger filet d'air. L'air doit circuler dans le mélange, mais les insectes ne doivent pas entrer. Maintenant, patientez. 3 jours par temps chaud. 5 jours s'il fait frais. L'odeur vous indiquera quand la préparation est prête. Ni sucré, ni piquant, ni fétide. Cela sentira la terre mouillée après la pluie, comme un sous-bois après l'orage. Cette odeur prouve que les bactéries ont fini leur travail de décomposition primaire et que les nutriments sont désormais dissous et disponibles. Vient ensuite l'étape que presque tout le monde ignore. C'est elle qui garantit que tout ce travail sera sans danger pour vos racines. Soyez très attentifs. Avant de toucher la moindre plante, ce mélange doit être dilué. Ce n'est pas une préférence, c'est impératif. Ce concentré fermenté est trop puissant pour les racines, comme un jus de citron pur serait imbuvable. Ce n'est pas la chimie qui est nocive, c'est la concentration. On ne donnerait pas un verre de vitamine pure à un enfant. Le problème est le dosage, pas la vitamine. Prenez une tasse de votre mélange fermenté. Versez-la dans un arrosoir plein d'eau claire. L'eau prendra une teinte beige ou brun clair. La couleur d'un thé glacé léger. C'est votre indicateur visuel à chaque fois. Trop sombre? Ajoutez de l'eau. Trop clair? Ajoutez du mélange. Le brun pâle est l'objectif. Cette concentration est assez riche pour être utile, mais assez douce pour être appliquée sans risque. Arrosez vos plantes comme d'habitude, lentement, au pied, pour que le sol s'imbibe bien. Jamais sur les feuilles. Directement en terre. Faites-le 1 fois par semaine le premier mois. Ensuite, 1 fois tous les 15 jours suffit. Le sol conserve ce que vous lui apportez. Vous ne nourrissez pas seulement la plante visible, vous nourrissez la vie invisible souterraine, les bactéries et les champignons qui transfèrent réellement les nutriments vers les racines. L'engrais chimique ignore totalement cette population. Il court-circuite la biologie pour livrer du chimique pur. Cela fonctionne à court terme. Mais avec les années, cela dégrade la biologie du sol et rend la plante dépendante de l'apport suivant. Ce que vous bâtissez avec vos déchets de cuisine est l'inverse. Chaque apport renforce l'écosystème vivant du sol. Après une saison complète, le sol lui-même retient davantage. Vous avez besoin d'en ajouter moins. Les résultats suivent un schéma constant. Les 2 premières semaines, la couleur des feuilles change, un vert plus profond, surtout sur les feuilles anciennes à la base. Ce changement de couleur signale l'arrivée de l'azote. Semaines 3 et 4, le rythme de croissance s'accélère. Les nouvelles pousses apparaissent plus vite. Les entrenœuds se raccourcissent, ce qui signifie plus de ramifications et plus de feuillage. Sur les fruitiers, la floraison est plus précoce. Les fruits tiennent mieux sur la plante avant de tomber. Les parois cellulaires sont plus solides. Le calcium des coquilles d'œufs fait son travail.
Pensez maintenant à ce que ce système représente concrètement sur une saison de culture. Une seule peau de banane contient une dose de potassium équivalente à celle d'un engrais du commerce pour une plante moyenne. Un foyer moyen jette entre 3 et 5 pots par semaine sans y penser. Cela représente entre 150 et 260 doses de potassium par an. Le coût de chaque dose ? 0. Multipliez cela par un petit potager. Un carré de 2 mètres sur 2, la taille d'une grande table, nourri entièrement par vos déchets hebdomadaires. Plus de trajets en magasin au printemps. Plus d'hésitation devant les rayons pour choisir une marque. Plus de sacs encombrants à stocker au sec. Un sol nourri par fermentation de déchets de cuisine affiche systématiquement un taux de matière organique plus élevé qu'un sol traité aux engrais synthétiques. Pas seulement égal, supérieur. La biologie du sol s'améliore à chaque application. Les bénéfices se cumulent. Ce bac de 6 pieds produit tomates, poivrons, verdures et herbes de la fin du printemps aux premières gelées, sans un centime de plus une fois le seau acquis. Pensez à 10 foyers du même pâté de maison utilisant ce système simultanément. La matière organique rendue à la terre locale plutôt qu'aux déchets transforme le potentiel nourricier du quartier en une seule décennie. Pas de projet d'infrastructure, pas de programme municipal, pas de dossier de subvention, pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Chaque foyer gérant son propre circuit fermé, en toute indépendance. Parlons franchement des limites. Cela fonctionne mieux sur les plantes en pleine croissance. En hiver, une plante dormante ne se nourrit pas. Les racines stoppent presque toute absorption, et nourrir un sol qui n'active pas son cycle nutritif ne sert à rien. Vous pouvez préparer et stocker votre mélange tout l'hiver sans problème. Attendez les nouvelles pousses du printemps pour l'appliquer. C'est le signe que le système racinaire reprend du service. Cette méthode ne suffit pas à réparer une structure de sol dégradée par elle-même. Si votre terre est très argileuse, celle qui craquelle en plaques partant sec et forme des mottes compactes quand il pleut, les nutriments arrivent, mais les racines ne peuvent pas circuler efficacement. Avant la première application, enfoncez une fourche et faites levier dans plusieurs directions. Ne retournez pas la terre. Fracturez juste la structure compacte pour que le liquide atteigne les zones racinaires profondes. Faites-le une fois en début de saison. Ensuite, la biologie que vous nourrissez fera le travail structurel pour vous. Par grand gel, quand le sol est gelé à cœur, les bactéries de fermentation s'endorment comme les plantes. Votre seau ne finira pas son cycle dans un endroit extérieur non chauffé sous zéro. Gardez-le à l'abri du gel. Un garage, un coin de cave, une entrée. Le mélange n'exige pas de chaleur, juste l'absence de gel. C'est différent. Aucune de ces conditions ne remet en cause la méthode. Ce sont des paramètres connus. Respectez-les et les résultats suivront sans faute. Repensez à cette vallée, 1000 ans avant le premier engrais de synthèse. Le maïs y était si haut que les hommes à cheval devaient lever la tête pour le voir. Les haricots fixèrent l'azote en secret, par des racines invisibles. Les courges retenaient l'humidité durant des semaines de sécheresse sans aucune aide. La terre ne s'appauvrit pas au fil des générations. Elle s'enrichit. La science n'a pas brisé ce cycle. Le commerce l'a contourné. La chimie qui rendait ces champs extraordinaires est la même que celle qui se trouve dans votre poubelle de cuisine en ce moment. La peau de banane faisait le travail à l'époque. La coquille d'œuf faisait le travail à l'époque. L'eau de cuisine fermentée faisait le travail à l'époque. La vôtre le fera aussi. La chimie a toujours été là. Elle attendait juste que quelqu'un arrête de la jeter. J'ignore ce qui vous amène ici. Peu importe, ça marche, quoi qu'il en soit.